Ils ne nous touchaient pas immédiatement. Ça aurait été trop simple, trop brutal, trop ordinaire. Ce qu'ils ont fait était bien pire. Ils nous ont transformés en marchandises de luxe. Je m'appelle Eliane Vautriel. J'ai 79 ans et j'ai passé plus de 6 décennies à porter un secret que peu ont osé raconter, que l'histoire officielle a préféré enterrer, que la France libérée a choisi d'oublier, parce que c'était trop gênant pour faire partie des célébrations de la victoire. Aujourd'hui, assise dans cette vieille maison à Caen, loin de Troyes, loin de la petite commune où je suis née et où mon enfance s'est terminée un matin gris de septembre 1943, j'ai décidé que le silence avait assez duré. Je ne suis pas ici pour demander pardon, ni compassion, ni justice tardive. Je suis ici parce que des documents secrets ont commencé à surgir ces dernières années. Parce que des archives militaires allemandes, capturées par les Alliés et gardées sous clé pendant des décennies, ont finalement été ouvertes. Et dans ces archives, il y a des listes, des registres méticuleux, des classifications détaillées de filles comme moi. Des listes qui prouvent que ce qui s'est passé n'était pas le chaos, pas la violence aléatoire de la guerre. C'était un système, c'était de la bureaucratie, c'était du commerce humain déguisé en privilèges militaires. J'avais 18 ans quand des camions gris sont entrés dans notre commune. Trop petite pour avoir un nom sur les cartes, trop proche de la ligne de contrôle allemande pour être ignorée. C'était le 10 septembre, un jeudi, et le ciel était bas, chargé, lourd comme du plomb. J'aidais ma mère à étendre le linge dans la cour quand j'ai entendu le moteur. Ce n'était pas le bruit d'un tracteur ni d'une charrette. C'était métallique, menaçant, continu. Ma mère s'est arrêtée, la blouse mouillée encore dans les mains, et a regardé vers le chemin de terre. Les camions se sont arrêtés sur la place centrale, devant la mairie. Des soldats sont descendus. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas couru. Ils ont simplement formé une ligne et ont commencé à marcher de maison en maison, frappant aux portes, appelant des noms en français traînant, consultant des papiers. Des papiers qui avaient déjà des noms. Qui avait déjà des âges? Qui savait déjà qui ils cherchaient? Quand ils ont frappé à notre porte, mon père a ouvert. C'était un homme petit, courbé par le travail à la scierie, avec des mains épaisses et une voix douce. Le soldat ne l'a même pas regardé. Il m'a regardé. Puis il a regardé ma petite sœur, Gisèle, qui avait 15 ans. Il a consulté son papier. Il m'a pointé du doigt. Mon père a demandé où il m'emmenait, en quoi j'avais tort, ce qu'ils avaient contre moi. Le soldat n'a pas répondu. Il a simplement répété mon nom, Eliane Vautriel, et a fait un geste sec de la main, indiquant que je devais sortir. Ma mère a attrapé mon bras, mais le soldat a fait un pas en avant et elle a reculé. Pas parce qu'il a crié, parce qu'il n'en avait pas besoin. Son silence était plus lourd que n'importe quelle menace. J'ai été poussée dans la rue. J'ai vu d'autres filles être rassemblées. Maryse Chantraine, fille du forgeron, 17 ans, longs cheveux bruns attachés avec un ruban bleu. Solange Dervillers, voisine de la boulangerie, 19 ans, yeux clairs et mains fines de quelqu'un qui n'a jamais travaillé dur. Paulette, Simone, Thérèse. Toutes jeunes, toutes célibataires, toutes avec ce regard de celles qui pensaient encore que le monde pouvait être gentil. Nous ne comprenions pas. Nous pensions au travail forcé, peut-être, aux usines, aux champs agricoles. Nous sommes montés dans les camions couverts de bâches grises, serrés les unes contre les autres, sentant le métal froid du sol vibrer sous nos corps, tandis que le moteur démarrait et que la route commençait à se dérouler loin de tout ce que nous connaissions. Le voyage a duré des heures. Personne ne parlait. Juste le bruit du moteur, l'odeur de diesel, la chaleur humide des respirations mélangées. Quand le camion s'est arrêté, il faisait déjà nuit. Nous sommes descendus dans une clairière entourée de barbelés, éclairée par des projecteurs qui coupaient l'obscurité comme des lames. Des gardes nous attendaient. Un officier en uniforme impeccable, bottes cirées, planchette à la main, nous a regardés une par une, lentement, comme quelqu'un qui évalue du bétail. Il n'a pas souri, il n'a pas menacé, il a simplement noté. Puis il a fait un geste et nous avons été conduites à l'intérieur d'un long baraquement, divisé en sections par des rideaux de tissu épais. Il y avait des lits étroits, des draps gris, une odeur de désinfectant mélangée à de la moisissure. Et c'est là, cette première nuit, qu'une femme plus âgée, avec un accent français mais un regard allemand, nous a expliqué où nous étions. Elle a dit que c'était un camp d'allocation. Pas de travail,
pas d'extermination, d'allocation. Elle a dit que nous serions examinés par des médecins militaires, classifiés selon des critères spécifiques, puis assignés à des fonctions appropriées. Nous ne comprenions pas. Des fonctions? Quelles fonctions? Elle n'a pas expliqué, elle nous a juste dit de dormir. Mais aucune de nous n'a dormi cette nuit-là. Nous sommes restés éveillés, chuchotant dans le noir, essayant de comprendre, essayant de croire que c'était temporaire, qu'on nous rendrait bientôt, qu'il y avait une erreur. Le lendemain matin, les examens ont commencé. Des médecins allemands, en uniforme, avec des gants blancs et des instruments froids, nous ont examinés une par une dans de petites pièces sans fenêtres. Je ne vais pas décrire ce qu'ils ont fait. Pas parce que j'ai honte. Parce que certaines choses, quand elles sont dites à voix haute, perdent la dimension de l'horreur qu'elles portent. Il suffit de dire qu'à la fin de l'examen, chacune de nous a reçu une fiche. Sur cette fiche, il y avait un tampon. Rouge ou bleu? J'ai reçu rouge. Maryse a reçu rouge. Solange, rouge. Paulette, bleu. Simone, bleu. Nous ne savions pas ce que cela signifiait. Nous allions le découvrir cette même nuit. Celles qui avaient le tampon bleu ont été emmenées dans des baraquements de l'autre côté du camp. Nous ne les avons plus jamais revues. Celles qui avaient le tampon rouge, comme moi, ont été séparées à nouveau. Emmenées dans un autre secteur, plus petit, plus propre, avec des lits individuels, des draps blancs, des miroirs sur les murs. Une des gardes, une Française collaboratrice, nous a dit d'une voix neutre que nous avions été sélectionnés pour le programme réservé. Réservé. Un joli mot pour déguiser ce que nous étions vraiment, de la marchandise classifiée comme vierge, destinée exclusivement aux officiers de haut rang. Nous ne serions pas touchés par des soldats ordinaires. Nous serions maintenus dans des conditions supérieures, nourris correctement, habillés de vêtements propres. Nous serions, selon leur logique, privilégiés. Mais privilège, dans cet endroit, était juste un autre mot pour prix plus élevé. Dans les jours suivants, j'ai compris la mécanique de cette horreur bureaucratique. Des officiers venaient au camp, consultaient des fiches, choisissaient des filles comme on choisit du vin sur un menu. Il y avait des critères: âge, apparence, teint de peau, couleur des yeux, taille, poids, tout noté, tout catalogué, tout archivé dans des rapports qu'aujourd'hui, des décennies plus tard, des historiens ont trouvés dans des sous-sols d'archives militaires en Allemagne, en France, en Pologne. Des rapports qui listent des noms, des dates, des assignations. Des rapports qui prouvent que ce n'était pas de la cruauté spontanée. C'était une politique. C'était de l'administration. C'était du commerce. Si vous écoutez cette histoire maintenant, vous vous demandez peut-être comment quelque chose comme ça a pu arriver, comment ça a pu être organisé avec tant de froideur, comment ça a pu laisser si peu de traces. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis si longtemps à parler. Laissez un commentaire pour dire d'où vous nous regardez. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est celle de toutes les femmes que la guerre a dévorées et que l'histoire a préféré oublier. Elle n'a jamais oublié la première nuit où un officier est entré dans sa chambre. Il était grand, les cheveux blonds coupés courts, l'uniforme impeccable, les bottes cirées qui reflétaient la lumière faible de l'ampoule suspendue au plafond. Il n'a pas parlé immédiatement. Il a fermé la porte derrière lui, lentement, avec un calme délibéré qui était plus terrifiant que n'importe quel cri. Eliane était assise sur le bord du lit étroit, les mains jointes sur les genoux, le corps raidi par une peur qu'elle n'arrivait pas à nommer. Elle avait 18 ans mais se sentait soudainement beaucoup plus jeune, comme si toutes les années de sa vie s'étaient effondrées en un instant, la laissant nue, vulnérable, sans défense. L'officier s'est approché. Il a posé sa casquette sur la petite table près de la porte. Il a déboutonné sa veste, lentement, méthodiquement, sans la quitter des yeux. Puis il a parlé, en français, un français presque parfait, avec juste un léger accent qui trahissait ses origines. Il lui a dit qu'elle avait de la chance, que d'autres filles, ailleurs dans le camp, n'avaient pas ce privilège, qu'elle était réservée, protégée, qu'elle ne serait pas touchée par des hommes de rang inférieur. Il a dit cela comme s'il lui offrait un cadeau, comme s'il attendait de la gratitude. Eliane n'a rien dit. Elle ne pouvait pas. Sa gorge était serrée, sa langue collée au palais, ses mains tremblaient
tellement qu'elle a dû les cacher sous ses cuisses pour qu'il ne les voie pas. Ce qui s'est passé ensuite, elle a passé des décennies à essayer de l'oublier. Pas seulement l'acte lui-même, mais la manière dont il l'a traité. Pas avec violence brute, pas avec rage, avec une sorte de politesse froide, clinique, comme s'il accomplissait une tâche administrative. Il n'a pas crié, il n'a pas frappé. Il a simplement pris ce qu'il considérait comme son dû, avec la même efficacité méthodique qu'il aurait mise à remplir un rapport ou à inspecter des troupes. Et quand il a eu fini, il s'est rhabillé, a remis sa casquette et est sorti sans un mot, laissant Eliane recroquevillée sur le lit, le corps endolori, l'esprit fracturé. Cette première nuit a établi un schéma qui se répéterait pendant des mois. Le lendemain matin, une garde est venue apporter le petit déjeuner. Du pain blanc, pas le pain noir et dur que recevaient les autres prisonnières. Du café véritable, pas la chicorée amère. Un petit pot de confiture. La garde a posé le plateau sur la table sans un mot, sans un regard, comme si Eliane était un meuble. Puis elle est repartie, verrouillant la porte derrière elle. Eliane a regardé la nourriture longuement avant d'y toucher. Elle avait faim, terriblement faim, mais l'idée de manger ce pain, cette confiture, lui semblait être une forme d'acceptation, de complicité. Finalement, son corps a décidé pour elle. Elle a mangé, lentement, en pleurant silencieusement. Les jours suivants ont pris une routine mécanique. Le matin, le petit déjeuner apporté par la garde silencieuse. Puis 1 heure dans la petite cour intérieure où les filles du programme réservé pouvaient de marcher, respirer l'air froid, voir le ciel. Elles étaient une quinzaine, toutes jeunes, toutes avec ce même regard vide, comme si quelque chose d'essentiel avait été arraché de l'intérieur. Elles ne parlaient pas beaucoup. Que pouvaient-elles dire? Elles partageaient la même humiliation, le même désespoir, mais les mots pour le nommer n'existaient pas encore. Maryse marchait toujours seule, le long de la clôture, les yeux fixés sur l'horizon. Solange restait assise sur un banc de bois pourri, les bras croisés sur la poitrine, se balançant légèrement d'avant en arrière. Paulette, celle qui avait reçu le tampon bleu mais qui avait été transférée au secteur rouge quelques jours plus tard pour des raisons qu'on ne leur avait jamais expliquées, passait son temps à compter les barbelés, encore et encore, comme si les chiffres pouvaient créer un sens dans ce chaos. L'après-midi, elles avaient accès à une salle commune avec quelques livres en allemand, des journaux de propagande, un vieux piano désaccordé. Personne ne jouait du piano. Personne ne lisait les journaux. Elles restaient assises, silencieuses, attendant que le temps passe, attendant la nuit qui ramènerait les officiers. Parce que les nuits étaient le vrai programme. Chaque soir, entre 19h et 22h, les officiers venaient. Pas tous les soirs pour toutes les filles. Il y avait un système de rotation, une logique administrative que les filles ne comprenaient pas complètement, mais dont elles percevaient les contours. Certaines nuits, la porte d'Eliane restait fermée et elle entendait les pas dans le couloir s'arrêter devant d'autres chambres. D'autres nuits, c'était son tour. Les officiers étaient différents. Certains jeunes, à peine plus âgés qu'elle, avec des visages lisses et des yeux qui évitaient de croiser les siens. D'autres plus âgés, avec des rides profondes et des décorations militaires épinglées sur la poitrine. Certains parlaient, racontaient leur journée, se plaignaient de la bureaucratie militaire, du froid, de la nourriture du mess. D'autres restaient complètement silencieux, accomplissaient ce pourquoi ils étaient revenus, et repartaient comme des ombres. Il y en avait un colonel avec une cicatrice sur la joue gauche, qui venait plus souvent que les autres. Il apportait parfois du chocolat, des cigarettes, une fois même un petit flacon de parfum français qu'il avait probablement confisqué quelque part. Il posait ces objets sur la table, comme des offrandes, comme si cela changeait quelque chose à la nature de ce qui se passait ensuite. Il parlait beaucoup. Il racontait son enfance à Hambourg, sa femme restée en Allemagne, ses 2 fils qui servaient sur le front de l'Est. Il montrait des photos. Il demandait à Eliane si elle avait des frères, des sœurs, si elle aimait la musique. Elle répondait par monosyllabes, la voix mécanique, le regard fixé sur un point au-dessus de son épaule. Il ne semblait pas remarquer, ou peut-être s'en fichait-il, tant qu'elle restait docile, tant qu'elle ne résistait pas. Résister.
C'était un mot qui perdait son sens dans ce contexte. Que signifiait résister quand résister pouvait signifier la mort, ou pire, le transfert vers les baraquements de l'autre côté du camp? Ceux dont les filles ne revenaient jamais? Eliane avait entendu des rumeurs, des murmures entre les gardes, des bribes de conversation captées dans les couloirs. Les filles qui résistaient trop, qui causaient des problèmes, qui refusaient de coopérer, étaient reclassées. Envoyées dans ce que les soldats appelaient les Gemeinschaftsräume, les salles communes, où elles devenaient disponibles pour tous les rangs, sans distinction, sans protection, sans limite. Cette menace planait constamment. Elle était plus efficace que n'importe quelle violence directe. Elle créait une hiérarchie perverse où les filles du programme réservé se sentaient presque chanceuses, presque privilégiées, comparées à celles qui avaient reçu le tampon bleu. Et c'était peut-être ça, le génie cruel de ce système, diviser les victimes, créer des strates de souffrance, faire en sorte que même au fond de l'enfer, il y avait toujours un niveau plus bas, toujours quelque chose de pire à craindre. Eliane a commencé à se détacher. C'était la seule façon de survivre. Quand un officier entrait dans sa chambre, elle quittait mentalement son corps. Elle s'imaginait ailleurs, dans la cuisine de sa mère, regardant le pain levé près du poêle, dans le champ derrière la maison, couchée dans l'herbe haute, écoutant le vent, sur le chemin de l'école, marchant avec Gisèle, riant de quelque chose d'oublié. Elle construisait ces scènes avec une précision obsessionnelle, ajoutant des détails sensoriels, l'odeur du pain, la texture de l'herbe, le son du rire de sa sœur. Et pendant ce temps, son corps restait là, sur ce lit, subissant ce qu'il devait subir, mais elle, la vraie Eliane, était ailleurs. Cette technique de dissociation lui a sauvé la vie mentale, du moins temporairement. Mais elle avait un prix. Plus elle s'exerçait à quitter son corps, plus il devenait difficile d'y revenir complètement. Même pendant la journée, dans la cour, dans la salle commune, elle se sentait spectatrice de sa propre existence, comme si elle regardait quelqu'un d'autre à travers une vitre épaisse. Les semaines ont passé, puis les mois. L'automne a cédé la place à l'hiver. Le camp est devenu glacial. Les chambres, malgré les petits radiateurs électriques, restaient froides. Les filles portaient plusieurs couches de vêtements même à l'intérieur. Certaines ont commencé à tomber malades, des toux persistantes, des fièvres. Une fille nommée Simone a développé une pneumonie. Elle a été emmenée à l'infirmerie du camp. Elle n'est jamais revenue. La garde a dit qu'elle avait été transférée vers un hôpital militaire. Personne n'y a cru. C'est en novembre que Maryse a craqué. Eliane se souvient de cette nuit avec une clarté douloureuse. Il faisait particulièrement froid. Le vent hurlait à travers les fentes du baraquement. Eliane était couchée, éveillée, écoutant les bruits familiers du camp la nuit. Les pas des gardes, le grincement des portes, les moteurs des camions au loin, et puis, soudain, un cri. Pas un cri de douleur physique, un cri de quelque chose de plus profond, plus primitif. Un cri de désespoir absolu. Eliane s'est levée, s'est approchée de la porte. Elle a entendu des voix dans le couloir, des ordres en allemand, des pas précipités, puis le silence. Le lendemain matin, la chambre de Maryse était vide. Ses affaires avaient disparu. Le lit avait été refait avec des draps propres. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Personne n'a parlé de Maryse pendant plusieurs jours. Puis, un après-midi dans la cour, Solange s'est approchée d'Eliane et a murmuré. Elle s'est pendue, avec les draps. Une garde l'a trouvée. Eliane n'a rien dit. Qui avait-il à dire? Maryse avait choisi. Elle avait trouvé une sortie. Eliane ne la jugeait pas. Elle la comprenait. Elle l'enviait presque. Mais la mort de Maryse a changé quelque chose dans le camp. Une tension nouvelle. Les gardes étaient plus nerveuses. Les inspections plus fréquentes. Il vérifia les chambres, confisquait tout ce qui pouvait servir à se faire du mal. Les draps étaient maintenant attachés au lit, les miroirs retirés des murs, les fourchettes et couteaux remplacés par des cuillères en bois. Solange est devenue de plus en plus silencieuse. Elle ne marchait plus dans la cour. Elle restait dans sa chambre, refusant de sortir même pendant l'heure autorisée. Les gardes la forçaient à manger, mais elle recrachait la nourriture dès qu'elles avaient le dos tourné. Son corps maigrissait visiblement.
Ses yeux se creusaient. Elle ressemblait à un fantôme. Un soir de décembre, un jeune officier ivre est entré dans la chambre de Solange. Eliane a entendu la confrontation à travers le mur. La voix de Solange, plus forte qu'elle ne l'avait jamais entendue, criant « Non! Non !» Des bruits de lutte, le fracas d'une chaise renversée, puis un coup sourd, puis le silence. Le lendemain, Solange avait un œil au beurre noir, une lèvre fendue, des marques de doigts autour du cou. Elle ne parlait plus du tout. Elle regardait fixement le mur, les yeux vides, comme si son esprit avait finalement abandonné ce corps martyrisé. 2 semaines plus tard, elle aussi a été transférée. Vers où? Personne ne savait. Personne ne demandait plus. Au printemps 1944, quelque chose a changé. Les officiers venaient moins souvent. Ils semblaient pressés, nerveux, préoccupés. Eliane entendait des bribes de conversation dans les couloirs. Des mots comme Normandie, débarquement, repli. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que l'atmosphère du camp s'était transformée. Les gardes étaient plus tendus. Les rations diminuaient encore. Certaines filles du programme réservé étaient transférées sans explication. Et de nouvelles arrivaient, plus jeunes, plus maigres, plus terrorisées. Un soir de mai, un officier plus âgé, avec des cheveux gris et des yeux fatigués, est entré dans la chambre d'Eliane. Il ne l'a pas touchée. Il s'est assis sur la chaise près de la porte, a allumé une cigarette et l'a regardée longuement en silence. Puis il a parlé. Il lui a dit que la guerre était perdue, que les Alliés avançaient, que bientôt, tout cela serait fini. Il a dit cela sans émotion, comme s'il commentait la météo. Puis il a écrasé sa cigarette sous sa botte et est sorti. Eliane est restée immobile, le cœur battant, essayant de comprendre si ce qu'elle venait d'entendre était vrai ou juste une autre forme de torture psychologique. Les semaines suivantes ont été chaotiques. Le camp s'est vidé progressivement. Les officiers partaient, les gardes disparaissaient. Les filles du programme réservé étaient regroupées, déplacées, puis abandonnées dans un baraquement sans surveillance. Un matin de juin, Eliane s'est réveillée et a réalisé qu'il n'y avait plus personne. Pas de garde, pas d'officier, juste le silence. Elle est sortie avec les autres filles, prudemment, s'attendant à tout moment à entendre des coups de feu. Mais rien. Le camp était vide. Les portes étaient ouvertes. Elles ont marché vers la route, hagardes, affamées, à moitié mortes de froid et de peur. Elles ont été trouvées 2 jours plus tard par des soldats américains qui avançaient vers l'est. Les soldats les ont enveloppées dans des couvertures, leur ont donné du chocolat et des rations militaires, leur ont posé des questions. Eliane ne se souvient pas de ce qu'elle a répondu. Elle se souvient seulement d'avoir pensé que c'était fini, que c'était vraiment fini, et d'avoir ressenti non pas du soulagement, mais un vide immense, comme si tout ce qui la constituait avait été aspiré et qu'il ne restait qu'une coquille vide qui respirait par habitude. Le retour en France a été long, compliqué, bureaucratique. Eliane a été interrogée par des officiers français, par des représentants de la Croix-Rouge, par des médecins qui voulaient savoir ce qui s'était passé, comment elle avait survécu, si elle avait des informations utiles. Elle a répondu mécaniquement, sans émotion, donnant les faits bruts sans entrer dans les détails. Personne n'a insisté. Personne ne voulait vraiment savoir. La France se reconstruisait. Elle célébrait la libération. Elle punissait les collaborateurs. Elle n'avait pas de place pour des histoires comme la sienne, des histoires qui rappelaient trop cruellement que la guerre n'avait pas été qu'une question de résistance héroïque et de bataille glorieuse. Quand Eliane est rentrée dans sa commune près de Troyes, sa mère l'a serrée dans ses bras et a pleuré. Son père a détourné les yeux. Sa sœur Gisèle, qui avait maintenant 16 ans, l'a regardée avec un mélange de curiosité et de peur. Les voisins murmuraient. Eliane le voyait dans leurs regards, dans la manière dont ils se taisaient quand elle passait, dans les conversations qui s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans une pièce. Elle savait ce qu'ils pensaient, qu'elle avait été souillée, qu'elle n'était plus mariable, qu'elle portait une honte indélébile. Elle a essayé de reprendre une vie normale. Elle a travaillé dans l'atelier de couture de Madame Fournier, cousant des robes et des chemises pour les femmes du village. Elle a appris à sourire poliment,
à hocher la tête, à parler de choses insignifiantes comme la météo et les récoltes. Elle a appris à verrouiller la partie d'elle-même qui hurlait, qui se débattait, qui refusait d'oublier. Elle l'a enfermée dans un coin sombre de son esprit et a jeté la clé. Les années ont passé. Eliane ne s'est jamais mariée. Elle a quitté Troyes dans les années 50, a déménagé en Normandie, a trouvé un travail dans une blanchisserie, puis dans une bibliothèque municipale. Elle a vécu seule, discrètement, sans attirer l'attention. Elle a lu beaucoup. Elle a regardé le monde changer autour d'elle. Elle a vu les générations se succéder, les guerres devenir des sujets de livres d'histoire, les horreurs se transformer en statistiques. Pendant des décennies, elle n'a parlé à personne de ce qui s'était passé dans ce camp. Pas par honte, par lassitude, parce qu'elle savait que les gens ne comprendraient pas, qu'ils jugeraient, qu'ils poseraient des questions stupides, cruelles, comme pourquoi tu ne t'es pas enfui, pourquoi tu n'as pas résisté, pourquoi tu as survécu alors que d'autres sont mortes. Des questions qui supposaient qu'elle avait eu des choix, alors qu'en réalité, elle n'en avait aucun. Mais en 2004, quelque chose a changé. Un historien allemand, Dieter Hoffmann, a publié un livre basé sur des archives militaires récemment déclassifiées. Le livre s'appelait « Réservé », le commerce des femmes dans les camps de la Wehrmacht. Il documentait l'existence de programmes systématiques de sélection et d'allocation de prisonnières pour les officiers allemands. Il contenait des listes, des noms, des dates, des témoignages de soldats allemands, de gardes, de médecins militaires. Et parmi ces noms, Eliane a trouvé le sien. Elle a acheté le livre. Elle l'a lu d'un bout à l'autre, assise dans sa cuisine, les mains tremblantes, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Tout était là. Les procédures, les classifications, les critères de sélection. Tout ce qu'elle avait vécu, mais présenté avec une froideur clinique, avec des graphiques et des tableaux, comme si c'était de la science, de la logistique, de l'administration. C'est à ce moment-là qu'Eliane a décidé de parler. Pas pour se venger, pas pour obtenir justice, car elle savait que la justice pour des crimes commis 60 ans plus tôt était une illusion. Mais pour témoigner, pour que ce qui s'était passé ne soit pas seulement des statistiques dans un livre d'histoire, mais des visages, des voix, des vies réelles. Elle n'a jamais oublié la première fois qu'elle a compris que quelque chose avait changé dans la guerre. C'était un matin de mai 1944, et l'atmosphère du camp était différente. Les gardes marchaient plus vite, parlaient à voix basse, consultaient constamment leurs montres. Les officiers qui venaient habituellement le soir ne venaient plus ou arrivaient à des heures étranges, pressés, distraits, l'esprit manifestement ailleurs. Eliane sentait dans l'air une nervosité qu'elle n'avait jamais perçue auparavant, une tension électrique qui faisait vibrer chaque conversation, chaque regard, chaque geste. Un soir, l'officier avec la cicatrice sur la joue, celui qui venait régulièrement avec ses cadeaux pathétiques et ses histoires sur Hambourg, est entré dans sa chambre. Mais cette fois, il n'a pas enlevé sa veste. Il n'a pas posé sa casquette. Il s'est simplement assis sur la chaise près de la porte, a allumé une cigarette et l'a regardé longuement en silence. Ses yeux étaient différents, fatigués, peut-être même effrayés. Il a fumé lentement, le regard perdu dans le vide, comme s'il avait oublié où il était. Puis, sans la regarder directement, il a dit d'une voix basse, presque un murmure, « C'est fini, tout ça, bientôt. » Il n'a pas expliqué. Il a écrasé sa cigarette sous sa botte, s'est levé et est sorti sans un mot de plus, laissant derrière lui une odeur de tabac et une phrase qui résonnait dans la tête d'Eliane comme une énigme impossible à résoudre. Les jours suivants ont confirmé que quelque chose de majeur était en train de se produire. Les rations ont diminué brutalement. Le pain blanc a disparu, remplacé par un pain noir, dur, presque immangeable. Le café véritable a été remplacé par de la chicorée. La confiture n'est plus venue. Les filles du programme réservé, qui avaient été maintenues dans des conditions relativement privilégiées, se retrouvaient maintenant avec à peine plus que les prisonnières ordinaires. Certaines gardes ont disparu du jour au lendemain, remplacées par des soldats plus jeunes, plus nerveux, qui ne connaissaient pas les routines, qui répondaient sèchement aux questions, qui semblaient constamment sur le qui-vive.
Des camions arrivaient et repartaient à toute heure, chargés de caisses, de documents, d'équipements militaires. Eliane observait depuis la fenêtre de sa chambre, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle voyait des officiers monter dans des voitures, partir en hâte, certains avec des valises, comme s'ils fuyaient. Elle entendait des explosions lointaines, sourdes, qui faisaient trembler légèrement les murs du baraquement. Au début, elle pensait que c'étaient des exercices militaires, mais les explosions devenaient plus fréquentes, plus proches, et l'expression sur les visages des gardes lui disait que ce n'était pas planifié, que quelque chose échappait au contrôle. Une nuit de début juin, les sirènes ont retenti. Eliane s'est réveillée en sursaut, le cœur battant. Elle a entendu des cris dehors, des ordres hurlés en allemand, le bruit de bottes qui couraient dans tous les sens. Elle s'est levée, s'est approchée de la porte, a essayé de voir par la petite fente, mais il faisait trop sombre. Puis elle a entendu les avions. Un grondement sourd, lointain d'abord, puis de plus en plus proche, de plus en plus fort, jusqu'à ce que tout le baraquement vibre. Des explosions ont éclaté quelque part au-delà du camp, illuminant brièvement le ciel nocturne d'une lueur orange. Eliane s'est recroquevillée contre le mur, les mains sur les oreilles, le corps secoué par chaque déflagration. Le bombardement a duré peut-être 20 minutes, mais cela semblait une éternité. Quand le silence est revenu, Eliane tremblait tellement qu'elle ne pouvait pas se relever. Elle est restée là, assise par terre, attendant que quelqu'un vienne, que quelque chose se passe. Mais personne n'est venu. Le camp était étrangement silencieux. Plus de cris, plus d'ordres. Juste un silence épais, inquiétant, qui pesait sur tout. Le lendemain matin, quand la garde a finalement ouvert la porte pour apporter le petit déjeuner, son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Elle a posé le plateau sans un mot et est repartie immédiatement, sans verrouiller la porte comme elle le faisait habituellement. Eliane a regardé la porte ouverte, incrédule. Elle a attendu quelques minutes, s'attendant à ce que la garde revienne, réalise son erreur. Mais personne n'est venu. Lentement, prudemment, Eliane s'est levée et s'est approchée du couloir. Il était vide. Aucune garde en vue. Elle a entendu des voix venant d'autres chambres, d'autres filles qui réalisaient la même chose. Paulette est sortie de sa chambre, les yeux écarquillés. Puis Thérèse, puis d'autres. Elles se sont regardées, hésitantes, ne sachant pas quoi faire. Sortir? Rester? Attendre des ordres? Eliane a fait quelques pas dans le couloir, le cœur battant, s'attendant à tout moment à entendre des cris, à voir des gardes surgir. Mais rien. Le baraquement semblait abandonné. Elle a continué jusqu'à la porte principale. Elle était entr'ouverte. À travers l'ouverture, elle voyait la cour, vide, les tours de guet, désertes, les projecteurs, éteints. « Ils sont partis », a murmuré Paulette derrière elle. « Ils nous ont abandonnés. » Ce n'était pas exactement vrai. Certains gardes étaient encore là, mais ils semblaient désorganisés, paniqués, plus intéressés à rassembler leurs propres affaires qu'à surveiller les prisonnières. L'autorité qui avait maintenu ce système pendant des mois s'était effondrée en une nuit. Le camp était en train de se désintégrer. Les filles du programme réservé se sont regroupées dans la salle commune, essayant de décider quoi faire. Certaines voulaient partir immédiatement, fuir avant que les gardes ne reprennent le contrôle. D'autres avaient peur de sortir, craignant que ce soit un piège, que les Allemands les attendent dehors pour les abattre. Eliane écoutait les discussions sans vraiment participer. Elle se sentait étrangement détachée, comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Après des mois passés à attendre, à obéir, à survivre jour après jour, l'idée soudaine de liberté était presque incompréhensible. Finalement, c'est la faim qui a décidé. Il n'y avait plus de nourriture. Les cuisines du camp étaient vides. Si elle restait, elle mourrait de faim. Elle n'avait pas le choix. Elle devait partir. Elles ont rassemblé ce qu'elles pouvaient, des couvertures, quelques vêtements, et ont commencé à marcher vers les portes du camp. Personne ne les a arrêtées. Les gardes restants les ont regardées passer avec indifférence, trop occupées à leurs propres préoccupations pour s'en soucier. La route au-delà du camp était déserte. Eliane et les autres filles ont marché sans savoir où elles allaient, suivant simplement la route vers l'ouest, vers ce qu'elles espéraient être la France.
Elles marchaient en silence, serrées les unes contre les autres, sursautant au moindre bruit. Le paysage était dévasté. Des cratères de bombes, des maisons éventrées, des véhicules militaires abandonnés sur le bas-côté, des corps parfois, de soldats qu'elles évitèrent de regarder. La première nuit, elles ont dormi dans une grange abandonnée, blotties ensemble pour se tenir chaud. Eliane ne pouvait pas dormir. Elle restait les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant les respirations des autres filles, essayant de croire que c'était réel, qu'elles étaient vraiment sorties, qu'elles n'allaient pas se réveiller demain matin dans ces chambres, avec les portes verrouillées et les officiers qui revenaient. Le deuxième jour, elles ont rencontré des réfugiés, des civils allemands qui fuyaient vers l'ouest, loin de l'avancée des Alliés. Certains les ont regardés avec hostilité, d'autres avec indifférence. Un vieil homme leur a donné un morceau de pain dur et un peu d'eau. Une femme avec 2 enfants les a mises en garde contre une route où des soldats SS étaient encore actifs. Elles ont continué, évitant les grandes routes, marchant à travers champs, se cachant quand elles entendèrent des moteurs. Le 3e jour, elles ont entendu des voix qui parlaient anglais. Eliane n'était pas sûre au début, son anglais scolaire était rudimentaire, mais le ton était différent, plus détendu, moins menaçant. Elles se sont approchées prudemment et ont vu des soldats américains installés près d'un pont détruit. Les soldats les ont vus, se sont levés, leurs armes pointées un instant, puis abaissées quand ils ont réalisé que c'était juste un groupe de jeunes femmes, émaciées, sales, terrorisées. Un soldat s'est approché, a dit quelque chose en anglais que Eliane n'a pas compris. Puis, il a essayé en français maladroit. « Vous êtes française ?» Eliane a hoché la tête, incapable de parler, sa gorge nouée. Le soldat a fait signe aux autres. Ils ont apporté des couvertures, de la nourriture, de l'eau. Ils ont posé des questions, mais les filles ne pouvaient pas vraiment répondre, trop épuisées, trop choquées. Les soldats n'ont pas insisté. Ils les ont emmenées vers un camp de réfugiés provisoire installé dans une école désaffectée. C'est là qu'Eliane a passé les semaines suivantes, dans une sorte de limbe entre la captivité et la liberté. Le camp de réfugiés était bondé, chaotique, rempli de gens de toutes origines, tous ayant leurs propres histoires d'horreur. Il y avait de la nourriture, mais jamais assez. Il y avait des médecins, mais débordés. Il y avait des bureaucrates qui posèrent des questions interminables, remplissaient des formulaires, essayaient de retracer les identités, les origines, les familles. Eliane a été interrogée plusieurs fois, d'abord par des officiers américains, puis par des représentants de la Croix-Rouge, puis par des officiels français qui cherchaient à établir des listes de survivants. Elle a raconté les faits de base, son nom, son âge, sa commune d'origine, la date de sa capture, le camp où elle avait été détenue. Mais quand il lui demandait des détails sur ce qui s'était passé dans le camp, sur le programme réservé, elle répondait de manière vague, évasive. Elle ne pouvait pas encore. Les mots n'existaient pas pour décrire ce qu'elle avait vécu, et même s'ils existaient, elle n'était pas sûre de vouloir les prononcer. Les semaines sont devenues des mois. L'été est arrivé. Les nouvelles de la guerre filtraient lentement. Paris avait été libéré. Les Allemands reculaient. La victoire approchait. Le camp de réfugiés se vidait progressivement, les gens trouvant des moyens de rentrer chez eux, de retrouver leur famille. Eliane attendait son tour, sans vraiment savoir ce qu'elle attendait. Rentrer où? Vers quoi? La maison de ses parents existait-elle encore? Sa famille était-elle vivante? En septembre 1944, presque 1 an jour pour jour après sa capture, Eliane a finalement été autorisée à rentrer en France. On l'a mise dans un camion avec d'autres réfugiés, et le camion a roulé pendant des heures à travers des paysages dévastés, des villes en ruines, des ponts détruits, reconstruits à la hâte. Quand ils ont traversé la frontière française, Eliane n'a rien ressenti. Pas de soulagement, pas de joie, juste un vide immense. Le camion l'a déposée à Troyes. Elle a marché les derniers kilomètres jusqu'à sa commune, portant tout ce qu'elle possédait dans un petit sac en toile. Le village était intact, miraculeusement épargné par les bombardements. Les maisons étaient toujours là, les rues familières, la place centrale avec son monument aux morts. Tout semblait exactement comme elle l'avait laissé, et c'était presque insupportable,
cette normalité après tant de chaos. Elle a frappé à la porte de sa maison. Sa mère a ouvert. Pendant un instant, elles se sont juste regardées. Puis sa mère a poussé un cri étranglé et l'a serré dans ses bras, si fort qu'Eliane pouvait à peine respirer. Son père est apparu, les yeux rougis, et les a entourés de ses bras. Gisèle était là aussi, plus grande, plus mince, avec un regard plus dur qu'Eliane ne se souvenait. Les premiers jours, ils ont essayé de parler, de rattraper le temps perdu. Ses parents voulaient savoir tout ce qui s'était passé, mais leurs questions étaient prudentes, hésitantes, comme s'ils avaient peur des réponses. Eliane racontait des fragments, des détails sans importance, évitant soigneusement le cœur de l'histoire. Elle disait qu'elle avait été dans un camp de travail, qu'elle avait survécu, qu'elle était maintenant de retour. Ses parents n'insistaient pas. Ils voyaient dans ses yeux qu'il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas dire, et peut-être qu'ils ne voulaient pas vraiment savoir. Mais le village savait, ou du moins devinait. Eliane le voyait dans les regards, dans les murmures qui s'arrêtaient quand elle passait, dans la manière dont certains voisins traversèrent la rue pour l'éviter. Les autres filles qui avaient été prises en même temps qu'elle n'étaient pas revenues. Maryse, Solange, Paulette, Simone. Seules quelques-unes avaient survécu et toutes portaient la même marque invisible, la même honte silencieuse que la société leur imposait, même si elles étaient les victimes. Elle a contacté plusieurs journalistes, plusieurs historiens. La plupart n'ont pas répondu. Quelques-uns ont décliné poliment, disant que c'était trop sensible, trop controversé, trop difficile à vérifier. Mais l'un d'eux, une jeune femme nommée Claire Moreau, a accepté. Claire était doctorante en histoire contemporaine à l'université de Caen. Elle travaillait sur les violences sexuelles pendant la Seconde Guerre mondiale, un sujet encore largement tabou dans les milieux académiques français. Claire est venue chez Eliane un après-midi de novembre 2004. Elle a apporté un enregistreur, un carnet, beaucoup de questions. Elles se sont assises dans le salon, avec le bruit de la pluie contre les fenêtres, et Eliane a commencé à parler. Elle a parlé pendant des heures. Elle a raconté tout ce dont elle se souvenait. Les noms, les dates, les visages, les détails que personne ne voudrait entendre mais qui étaient essentiels pour comprendre la mécanique de ce système. Claire a écouté sans interrompre. Elle a pris des notes. Elle a posé des questions précises, factuelles, sans jugement. À la fin de l'entretien, elle a demandé à Eliane si elle accepterait que son témoignage soit publié, avec son vrai nom. Eliane a hésité. Puis elle a dit oui, parce qu'à 79 ans, elle n'avait plus rien à perdre. Parce que Maryse et Solange, et toutes les autres, méritaient d'être plus que des noms dans une liste. Parce que le silence avait assez duré. Le témoignage d'Eliane a été publié en 2005 dans une revue académique française, puis repris par plusieurs journaux. Il a suscité des réactions variées. Certains historiens ont salué son courage. D'autres ont remis en question la fiabilité de sa mémoire, arguant que 60 ans c'était trop long, que les souvenirs se déformaient, se confondaient. Des associations de victimes de guerre l'ont contacté, la remerciant d'avoir osé parler. Des anonymes lui ont envoyé des lettres haineuses, l'accusant de salir la mémoire de la résistance, de donner des munitions aux négationnistes, de chercher l'attention. Eliane a tout lu, tout encaissé. Elle ne s'attendait pas à être crue par tout le monde. Elle ne s'attendait pas à être aimée. Elle voulait juste que la vérité existe quelque part, gravée dans le marbre de l'histoire, pour que personne ne puisse dire que ça n'était jamais arrivé. En 2006, un documentariste allemand, Thomas Brenner, a voulu adapter son témoignage en film. Eliane a accepté. Le tournage a eu lieu en Normandie, dans sa maison, dans les rues de Caen, et aussi en Allemagne, près de l'emplacement de l'ancien camp où elle avait été détenue. Le camp n'existait plus. Il avait été démantelé après la guerre, les baraquements brûlés, le terrain rendu à l'agriculture. Mais Eliane reconnaissait le paysage. Les collines, la forme des arbres, l'odeur de la terre. Le documentaire est sorti en 2007. Il a été diffusé sur plusieurs chaînes européennes. Il a gagné des prix. Eliane est devenue brièvement une figure publique. Elle a été invitée à des conférences, à des commémorations, à des émissions de télévision.
Elle a parlé dans des écoles, devant des étudiants qui avaient l'âge qu'elle avait quand tout avait basculé. Elle leur a dit de ne jamais croire que l'horreur était impossible, que la civilisation était un rempart suffisant, que les institutions protégeaient toujours les innocents. Mais la notoriété l'a épuisée. Les interviews incessantes, les questions répétées, l'obligation de revivre encore et encore les pires moments de sa vie pour l'édification d'un public qui écoutait, s'émouvait, puis rentrait chez lui et oubliait. En 2008, Eliane a cessé de donner des interviews. Elle s'est retirée dans sa maison en Normandie. Elle a demandé qu'on la laisse tranquille. Elle est morte 6 ans plus tard, en janvier 2014, quelques mois avant de fêter ses 85 ans. Les causes exactes de sa mort n'ont jamais été rendues publiques. Certains ont parlé d'une crise cardiaque, d'autres d'une pneumonie. Sa nièce, Gisèle, la seule famille qui lui restait, a organisé des funérailles discrètes dans un petit cimetière près de Caen. Peu de gens sont venus. Quelques anciens collègues de la bibliothèque. Claire Moreau, l'historienne, Thomas Brenner, le documentariste, et une poignée de femmes âgées, venues de différentes régions de France, qui avaient elles aussi survécu à des camps, à des programmes, à des horreurs dont personne ne voulait entendre parler. Aujourd'hui, le témoignage d'Eliane Vautriel fait partie des archives permanentes du Mémorial de Caen, un musée consacré à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Son enregistrement audio est disponible pour les chercheurs. Son visage, filmé par Thomas Brenner, apparaît dans plusieurs documentaires diffusés dans le monde entier. Des étudiants en histoire écrivent des thèses sur le programme réservé, citant son témoignage comme source primaire essentielle. Mais au-delà des archives et des citations académiques, ce qui reste vraiment d'Eliane, c'est une voix vieille, cassée, fatiguée, mais obstinément vivante. Une voix qui dit « Cela est arrivé », pas dans un pays lointain, pas dans un temps mythologique, mais ici, en Europe, il y a moins d'un siècle, à des filles qui avaient des noms, des familles, des rêves, à des filles qui ont été réduites à des numéros, à des classifications, à des objets de luxe réservés aux hommes de pouvoir. Eliane n'a jamais prétendu que son histoire était unique. Elle savait qu'il y avait eu des milliers, peut-être des dizaines de milliers de femmes dans sa situation, dans tous les camps, dans tous les pays occupés, sous tous les régimes totalitaires. Elle savait que la violence sexuelle était une arme de guerre aussi vieille que la guerre elle-même, et que son cas n'était qu'une variation bureaucratique, allemande, méthodique, d'un schéma qui se répétait depuis que les hommes avaient inventé les armées. Mais elle a aussi insisté sur une chose. Ce n'était pas inévitable. Ce n'était pas une conséquence naturelle de la guerre. C'était un choix. Des hommes avaient choisi de créer ce système. Des médecins avaient choisi d'examiner ces filles. Des officiers avaient choisi de consulter ces listes. Des bureaucrates avaient choisi de tenir ces registres. À chaque étape, il y avait eu des décisions humaines, prises par des individus qui auraient pu dire non, qui auraient pu refuser, qui auraient pu résister. Et c'est peut-être cela, finalement, le message le plus important qu'Eliane voulait transmettre. Pas la pitié, pas l'horreur gratuite, mais la responsabilité. La conscience que l'humanité n'est jamais garantie, qu'elle doit être choisie, défendue, protégée, à chaque instant, par chaque personne, dans chaque situation. Que le silence complice est aussi une forme de participation. Que l'indifférence confortable est aussi une forme de cruauté. Dans ces dernières années, Eliane recevait parfois des lettres de jeunes femmes qui avaient vu le documentaire ou lu son témoignage. Des femmes qui avaient vécu des violences sexuelles dans des contextes différents, mais avec des échos troublants. Des femmes qui lui disaient qu'entendre son histoire leur avait donné le courage de parler, de témoigner, de refuser le silence qu'on voulait leur imposer. Eliane gardait ces lettres dans une boîte en bois sur sa table de chevet. Elle les relisait parfois, quand les nuits étaient trop longues, quand les souvenirs devenaient trop lourds. Elle ne se considérait pas comme une héroïne. Elle répétait souvent qu'elle avait simplement survécu. Pas par courage, mais par hasard, par entêtement animal, par une incapacité inexplicable à abandonner complètement. Les vraies héroïnes, disait-elle, étaient celles qui n'avaient pas survécu. Maryse, Solange, Paulette, Simone, Thérèse.
toutes celles dont les noms n'apparaissent que dans des listes, des statistiques, des notes en bas de page. Mais en refusant le silence, en acceptant de parler malgré l'inconfort, malgré le jugement, malgré la douleur de revivre ces moments, Eliane Vautriel a accompli quelque chose d'essentiel. Elle a arraché ses filles à l'anonymat. Elle a donné un visage, une voix, une réalité tangible à ce qui aurait pu rester une simple ligne dans un rapport d'archives. Elle a forcé l'histoire à regarder en face une vérité qu'elle préférait ignorer. Et c'est pour cela que son témoignage continue de résonner aujourd'hui. Non pas parce qu'il est exceptionnel, mais précisément parce qu'il ne l'est pas. Parce qu'il rappelle que derrière chaque statistique de guerre, il y a des vies réelles. Derrière chaque politique, il y a des corps. Derrière chaque système, il y a des choix humains. Eliane Vautriel avait 18 ans quand elle a appris que la virginité, pour certains hommes, n'était pas de la pureté, mais de l'inventaire. Elle en avait 79 quand elle a décidé que ce secret avait assez duré. Elle en avait 84 quand elle est morte, laissant derrière elle non pas des réponses, mais une question qui nous concerne tous. Qu'aurions-nous fait à la place de ceux qui ont choisi de regarder ailleurs? La voix d'Isolde Marivaux s'est tue en janvier 2010. Mais ces mots restent vivants. Ils résonnent en chaque personne qui ose écouter, en chaque cœur qui refuse d'oublier. Ce qu'elle a vécu n'était pas une histoire parmi des millions. C'était une vérité parmi des millions de silences. Une vérité que les registres officiels ont tenté d'effacer, que la société a tenté d'enterrer, que le temps a presque réussi à détruire. Mais Isolde a parlé. Et en parlant, elle a rendu l'humanité non seulement à elle-même, mais à toutes ces femmes dont les noms n'ont jamais été écrits, dont les voix n'ont jamais été entendues, dont les corps ont été utilisés et jetés comme s'ils n'avaient aucune importance. Aujourd'hui, son histoire existe parce qu'elle a eu le courage de briser des décennies de silence. Et maintenant, c'est à nous de décider ce que nous ferons de cette vérité. Si ce documentaire vous a touché, si les mots d'Isolde vous ont fait ressentir quelque chose de profond, si vous croyez que des histoires comme celle-ci ne peuvent pas être oubliées, alors ne laissez pas cette voix mourir ici. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous d'où vous regardez. Partagez ce que vous avez ressenti. Racontez-nous si l'histoire d'Isolde a réveillé un souvenir, une réflexion, une question que vous portez en vous. Parce que chaque commentaire, chaque mot écrit, est une façon de dire « j'ai entendu, je crois, je me soucie ». Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, est un acte de résistance contre l'oubli. C'est une façon d'honorer non seulement Isolde, mais toutes les femmes qui n'ont jamais pu raconter leurs histoires. Abonnez-vous à cette chaîne. Non par obligation, mais par conscience. Parce qu'ici, nous ne racontons pas des histoires pour divertir. Nous racontons pour nous souvenir, pour déranger, pour vous faire réfléchir, pour garantir que des vérités comme celle-ci ne soient plus jamais enterrées. Chaque abonnement est un vote pour la mémoire. Chaque like est une façon de dire que ces vies ont compté, que ces douleurs n'ont pas été vaines, que l'histoire n'appartient pas seulement aux vainqueurs, mais aussi à ceux qui ont survécu dans l'ombre, portant des cicatrices invisibles qu'aucun monument n'a jamais honorées. Activez la cloche de notification. Parce que bientôt, nous apporterons d'autres histoires, d'autres voix qui ont été réduites au silence, d'autres témoignages que le monde a tenté d'oublier. Et quand ces histoires arriveront jusqu'à vous, nous voulons que vous soyez là. Nous voulons que vous écoutiez. Nous voulons que vous réfléchissiez. Parce que l'histoire ne se répète pas par hasard. Elle se répète quand nous cessons de prêter attention. Quand nous choisissons le confort de l'ignorance plutôt que l'inconfort de la vérité. Quand nous disons aux victimes qu'il est temps de passer à autre chose, d'oublier, d'avancer, sans jamais leur donner l'espace pour être entendus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre. Peut-être est-ce une amie qui porte ses propres silences. Peut-être est-ce un membre de la famille qui n'a jamais compris le poids de certains traumatismes. Peut-être est-ce simplement quelqu'un qui a besoin de comprendre que l'histoire est faite de personnes réelles, de douleurs réelles, de corps réels qui ont ressenti le froid, la peur, l'humiliation et l'abandon. Isolde Marivaux n'était pas un numéro. Elle était une fille, une sœur, une épouse, une mère, une grand-mère, et elle méritait d'être entendue.
tout comme les 45 femmes arrachées de leur maison ce matin d'avril 1944. Tout comme les milliers d'autres dont les noms ne seront jamais connus. Alors aujourd'hui, nous vous posons cette question. Allez-vous écouter? Allez-vous vous souvenir? Allez-vous porter cette vérité avec vous? Parce que c'est ainsi que nous honorons les survivantes. C'est ainsi que nous empêchons l'histoire de se répéter. C'est ainsi que nous disons à toutes les femmes qui portent des secrets trop lourds, vous n'êtes pas seules. Votre voix compte. Votre histoire mérite d'être racontée. Laissez votre commentaire, abonnez-vous, partagez, et surtout, n'oubliez jamais. Parce que tant que nous nous souvenons, Isolde Marivaux continue de parler, et sa voix refuse de mourir.